Bonjour. On a failli commencer sans vous. Bon, cette année, c'est encore une année particulière, hein, donc on est très content de vous réunir autour de cette veillée, présidée par Jackie. Voilà, Jackie qui nous a fait plaisir en nous proposant ça. Depuis quelques années, nous envisagions de connaître le passé de Saillant. C'est vrai que ça fait bien 2-3 ans qu'on en parle et puis on ne mettait pas en place. Et bien, nous commençons aujourd'hui par les années 50-60, c'est ça, Jackie? Oui, les années 50. Voilà, les années 50, commerce, enfin, agriculture, je ne sais pas ce qu'ils vont nous dire. Ouais. Et puis des anecdotes, je suppose. Hein. Oui, Ouais, il y en aura des anecdotes. Voilà, très bien. Alors donc une équipe... Déjà donc... autour de la table, là, il y a des gens qui oui, voilà, il y a des prennent gens la qui parole vont... autant que moi. Bernard, oui, Jean, oui, c'est ça. Paul, ils en savent autant que moi sur ce voilà, qui s'est passé. Il y aurait une on en a discussion, oublié. ça va être On a sympa. oublié. Donc on a mis en place une équipe avec le conseil d'administration pour travailler justement, peut-être pour sortir un écrit, enfin on ne sait pas trop, sur justement les années 50-60, après l'évolution, et puis peut-être qu'on ira après, on remontera plus loin dans le temps, on verra comment on s'organise. Voilà, c'est tout. Hein. Donc on remercie Jackie, et puis bonne soirée à tous. Merci. Et pour ceux qui n'ont pas de masque, on en a, donc voilà. Donc, ben, je ne sais pas si faut en mettre. Mais... non, c'est plutôt au coin du feu et ça fait chaud avec le masque. Et vous faites comme vous voulez, je ne pense pas qu'on soit contrôlé. Hein. À toi, Jackie. Eh bien, Madame la Présidente, merci. Ce que je vais dire, et je ne vais pas être le seul à prendre la parole ce soir, c'est le résultat d'un travail de... je sais pas moi, j'ai commencé à m'intéresser à ça, même quand j'étais enfant. L'histoire de Saillant, depuis la création du village en 900 et des poussières, le village est parti de Dichelonne et est venu ici. J'ai fait un petit peu, avec des documents, une grande partie du travail. C'est très difficile à exploiter parce qu'il y a des choses que j'ai écrites, mais il y a aussi beaucoup de documents, de documents anciens qui ont été... Mais bon, ça peut peut-être être utilisé. Donc, effectivement, ce soir, ça va être les années 50. Bon, avant d'aborder, je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit, non pas spécialement pour soi, mais que j'ai écrit quand j'ai commencé à travailler sur l'histoire de Saillant, et un texte que j'ai intitulé « Le passeur de mémoire ». Le passeur de mémoire, avec un S ou sans S. Hein, la mémoire, il a écrit ses mémoires. Le général de Gaulle a écrit ses mémoires. Comment savoir qui l'on est, où l'on va, sans savoir d'où l'on vient? De tout temps, les hommes ont fait de sorte de transmettre leur savoir, d'abord de manière orale, ou par les dessins, peintures rupestres, à ceux connus ou inconnus qui allaient leur succéder. C'étaient les conteurs, les chamans, l'homme médecine des Indiens, celui qui pouvait communiquer avec les esprits, l'ancien druide, sorte de religieux avant l'heure, à la fois religieux et médecin. Ces personnages inspiraient crainte et respect, et surtout étaient écoutés. Ce qu'ils racontaient était ensuite retransmis de génération en génération, par la magie du verbe. À propos du verbe, la parole, il y a eu les prophètes, les messies, avec l'apparition réelle du religieux. Puis l'écriture est arrivée, et alors on peut parler de l'histoire du présent, devenue celle du passé, l'écrit des historiens, des écrivains, des chroniqueurs. Je vous dis ça parce que je veux que vous compreniez l'esprit dans lequel j'ai entrepris ce genre de travail. Depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours été fasciné par le passé. Avec le français qui m'a permis de m'exprimer, l'histoire a été et reste en matière d'études privilégiée. Grâce à l'histoire, la grande histoire, l'histoire de France, du monde, mais celle de ce soir aussi, la petite,
l'histoire locale et celle de mes ancêtres, qu'il ne faut pas mépriser, la petite histoire. Je peux maintenant me situer dans le temps, être conscient que je ne suis que le maillon d'une chaîne qui existait avant moi et qui va continuer après moi. Pour la période restante, il y a en plus les photos, le cinéma et toutes les techniques à venir qui permettent de visualiser un humain disparu dans son entité physique et aussi sa parole enregistrée. En fait, après sa mort, on dirait qu'il vit presque encore. J'écris ceci en partie pour signifier que je ne suis pas seulement un cabotin, soucieux de me mettre en valeur, encore peur, mais aussi parce que j'aurais bien aimé, quand j'étais enfant, qu'on me parle, qu'on me raconte, qu'on réponde à mes questions, que parfois je n'ai pas su ou osé poser, et puis ce n'était pas à l'époque l'essentiel des préoccupations de l'enfant que j'étais. Je suis vieux. Certes, le présent existe encore, mais le futur devient aléatoire, et je ne peux m'empêcher de revenir sur mon passé, sur le passé, après la mort. Il n'y a plus de présent, plus de futur, plus de passé, enfin peut-être. Se souvenir, se rappeler, se souvenir de, se rappeler quelque chose. C'est une merveilleuse faculté, c'est pourquoi, tant qu'on le peut, il faut se comporter en passeur de mémoire. Certains sont intéressés, trouvent cela important, d'autres pas, mais qu'importe. Voilà ce que je voulais dire. Alors, pour être vraiment dans l'ambiance de cette époque, je vais utiliser parfois un vocabulaire peu châtié, qui va peut-être choquer certains d'entre vous. N'y voyez aucune méchanceté ni animosité contre quiconque. Néanmoins, il faut parler avec les mots, les expressions, les surnoms, parfois, des années 50. Voilà. Alors, 1850-1950, 100 ans. Il y a un recensement qui date de 1850. 100 ans se sont écoulés. En 1850, il y avait 1250 habitants à Saillant. En 1950, il y en avait encore 500. Et à l'époque de la guerre de 14, 900. Ce qui veut dire que l'exode rural a continué. Mais je veux dire par là qu'entre 1850 et 1950, 100 ans, il y a moins eu de changements sur le territoire qu'entre 1950 et 1980. C'est-à-dire pendant 30 ans. Alors la bascule, c'est les années 60, hein, et on verra, on en parlera Par exemple, en 1950, c'est un exemple, il y a 50 à 60 fermes. Il y a en moyenne, 5 têtes de bétail par exploitation. Il y en a qui en ont moins. Hein, il y avait des veuves qui exploitaient, qui avaient 2 ou 3 vaches. Il y en a qui en avaient plus, 8, 9, 10. Maintenant, il y a à peu près 10 fermes. Peut-être pas tout à fait, il faudrait les compter, mais c'est à peu près ça. 120 têtes en moyenne. Il y a 1200 vaches sur le territoire. Ceci a complètement changé la manière de fonctionner, bien sûr avec la modernisation. C'est-à-dire dans les années 50, on reviendra peut-être pas là-dessus, une polyculture, des petites parcelles, des pommes de terre, des betteraves, des choux, du trèfle, etc., etc. Oui. Et en 1900, maintenant, ben vous voyez, c'est essentiellement des céréales et de l'herbe. Parce que voilà, c'est que ça. Donc, si vous voulez, on a totalement changé. J'ai évoqué je crois que c'est l'année dernière, dans le bulletin de l'année dernière, la transformation agricole à partir des années 60, les tracteurs, les machines, etc., etc. Donc, voilà un petit peu, si vous voulez, le schéma global de où l'on est. Alors, il va y avoir un peu des rubriques, c'est-à-dire que, bon, on va aborder ce qui se passait à Saillant dans les années 50. D'abord, ce qu'il y avait à Saillant dans les années 50. Hein. Et puis, deuxièmement, on abordera certains aspects, parce que la vie a beaucoup changé. On évoquera l'école, on évoquera la vie religieuse. Ceux qui ont vécu en 50, moi je me souviens, il se passait là, avec une espèce de corbeille, avec plein de fleurs dedans, des pétales, et puis qu'on jetait comme ça, en allant
vers D'ailleurs, je la statue chez Doms, voilà, hein, le prêtre sous le dais avec l'ostensoir, c'est bien comme ça qu'on dit. Ouais, bon. C'était la fête de Dieu. La fête de Dieu. Ça, oh, vraiment, puis moi je suis allé à confesse ici. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui vont à confesse maintenant. Enfin, on abordera toutes ces choses qui va donner lieu à un certain nombre d'anecdotes, peut-être aussi un petit peu, pour certaines, savoureuses. Alors, la population du village dans 1950, bon, il y a encore beaucoup d'agriculteurs, même dans le bourg. Et il y a encore 4, 5, 6 peut-être agriculteurs dans le bourg. Tes parents étaient agriculteurs. Le Marius Opti, qui était à la fois maréchal ferrant et était aussi agriculteur. Je ne parle pas des Rours, les deux. Alors ça y est, je vais partir sur les mots de l'époque. C'est pour ça que j'ai pris une précaution oratoire en disant ne vous choquez pas si j'emploie des mots. Les biseaux, biseaux d'ici, biseaux de là-bas, ils avaient des vaches, enfin il y en avait un certain nombre. Bon, il y avait des vaches. Les grands-parents de Mireille. Les grands-parents de Mireille. Oui, les Doms. Les Doms avaient des vaches aussi, bien sûr. Ouais. Donc il y avait quand même des fermes dans le bourg. Il y avait 4 bistrots. Combien? 4 bistrots. Ah, oui. Il y avait Pas plus? Il y avait chez Beauvironnois. Oui. Il y avait chez Fédy, je sais pas, chez Fédy. Il y avait chez Cornet, qui est devenu après chez Donna. Je ne sais pas si tu te souviens, toi. Et puis, je fais un sort à part à. Comment? Ah, la Mathilde. Et la Léonie. La Léonie. Puis j'en oublie une, celle du milieu, je n'ai jamais appelé son Eugénie, nom. non? C'était pas C'était peut-être pas Eugénie. Léonie. Mathilde. Et je ne me rappelle plus de l'autre. Les demoiselles Monnier. Qui étaient bistrot aussi. bien sûr, Et qui en plus de bistrot, faisait bureau de tabac, vendait des caramels, je les faisais sécher par les gamins. Ils étaient bons. C'est à la place du maire. La maison du père, que plus vers Rotac, là. Alors il y avait eu un bistrot, je ferai circuler tout à l'heure un petit quelque chose, il y a des grandes photos là-dessus. Il y avait un bistrot, mais ça, c'est Paul qui me l'avait dit, mais j'ai retrouvé ça. Il y avait un bistrot, le bistrot Thiolière Matvon, à l'emplacement de la boulangerie Doms-Met. Là, c'était un bistrot. Il y avait un bistrot, là. Il y avait un bistrot. On peut dire, mais en 50, il avait disparu. Il y avait déjà la boulangerie d'Antonin Doms. Donc voilà. Donc déjà, les bistrots. Le dimanche, après la messe, même pendant, pour certains hommes un petit peu mécréants, on faisait le tour. On ne s'agissait pas d'aller boire un canon chez les uns et de ne pas aller chez les autres. Bon, voilà, donc c'était déjà quelque chose. 2 boulangeries chez Doms et chez Beauvironnois. Des épiceries, Beauvironnois. Et puis une épicerie qui est devenue le casino. Là, juste chez nos amis, je les appelle les Portugais. Voilà. Chez Dumas. Voilà, chez Dumas. Le casino, la succursale du casino dans les années 50, tenue par Jean Poyet et Jeanne Chaumette de Calmar, qui avait épousé Jean Poyet, qui sont devenus, parce qu'ici, les gens, on les a vite baptisés, ils sont devenus la Jeanne du casino, et Jean Casino. Les gens du casino. Les casinos. Subitement, après, c'était les casinos. Donc, il y avait 2 épiceries. Il y avait. Il faisait des coiffeurs, il faisait autre chose, mais il en avait des compétences. Lucien Vilbessé, coiffeur. C'est coiffeur. Oui, épicerie. Oui, mais ne fais pas de soucis. N'oubliez pas. Vous avez la parole après. Vous pouvez rajouter des choses. Lucien Vilbessé, il était coiffeur, il vendait pour réparer les vélos, nous on en avait besoin, parce que c'est souvent qu'on avait des problèmes comment ça s'appelait, genre? De crevaison, le rustine, et puis là.
La dissolution. Ah, la dissolution. Bon, et puis il vendait, je sais pas, toutes sortes de choses aussi. Il achetait de la dentelle. La quincaillerie, un peu. Et il chantait. Oui. Ah, il chantait à la messe. On en reviendra. Quand on parlera du religieux, on parlera du chantre, on parlera des chanteuses. Et là, il achetait de la dentelle, c'était un gros ramasseur de dentelle. Et il avait multifonctions. Il était maire, chantre à l'église, ouais, j'étais un peu doux. On va tout faire. Donc le tabac et les bonbons chez les demoiselles Monnier, la petite quincaillerie chez Villebesset. Il y a eu une boucherie à Saillant. Il y a eu une boucherie, le boucher s'appelait Fort et il était dans ce que j'appelle moi la maison rose. Là. Ouais. Oui, il y avait une maison. Et il abattait dans le passage de chez, je vais dire Courtial, de chez Séqueroux, de chez Courtial en face. Je ne sais pas combien de temps il est resté, puis après il est parti et puis ça a été terminé. Mais il y avait un boucher, hein. C'est pas mal. Il y avait des merceries. Il y en avait une à l'Étra, il y en avait une dans le bourg, à la place du multiple, c'est Madame Varagna, la mère de Jean Mézex Varagna, qui tenait une mercerie. Il y avait des cordonniers, il y en avait eu un là, Pierre Roche était cordonnier, puis il y en avait un au Crozet, Johannes Gaillard, qui réparait les chaussures. On reviendra sur les écoles, 2 écoles. Je vous ferai passer les photos des groupes scolaires, des scolaires des années 50, vous les regarderez. 2 écoles, j'ai compté, là tout à l'heure on va venir, environ 80 à l'école publique. Alors j'ai jamais su combien là-haut, il y en a peut-être qui le savent, mais le couvent, elles étaient au moins, et ils étaient, pareil qu'il y a eu des garçons, peut-être quelques-uns. Ils étaient combien, une vingtaine, une trentaine, je ne sais pas, plus. Bon, ce qui fait qu'à Saillant, à l'époque, il y avait 100 gamins environ dans les écoles. Voilà. Donc 3 instituts. Au début, les filles étaient à part, il y avait la demoiselle pour les filles, et puis monsieur, alors on verra les instituts, monsieur et madame Boage, Pommier, toute la, et il y avait la classe là. Souvent, les filles allaient dans beaucoup de familles à l'école libre, et les garçons allaient à l'école laïque. Voilà. Il y avait que les, j'allais dire les intégristes, non mais c'est pas plaisanter, il y avait que les ultra-religieux qui mettaient leurs garçons et leurs filles à l'école libre, et il y avait que les laïcards farouches et convaincus qui mettaient filles et garçons à l'école laïque. Mais il y avait une espèce de partage comme ça. Il n'y a jamais eu de garçon à l'école libre. Ben, il paraît qu'il y en a qui ont été. Moi j'ai entendu Robert Follia y est allé. Il y en a qui y sont allés. Follia, il y en a qui étaient en pension. J'y suis allé une année parce qu'ils ne savaient pas quoi faire de moi. Voilà qui y allait. J'avais 4 ans. Et comme ma soeur était là-haut, Oui, avant 6 ans, oui. voilà, je suis allé. Pas après. En dépannage. Tu t'en rappelles? Il y avait un bureau de poste, avec un receveur et 1 ou 2 facteurs. Je me souviens, Paul Roche, on parlera de lui, là, il avait un problème de prononciation. Ouais, bon. Paul faisait le facteur. Et il y avait aussi Louis Roberton, le Louis Roberton qui était facteur. Puis il y avait un receveur, bien entendu. Il y avait un curé résident au presbytère, les gîtes actuels, qui desservait aussi la Cholme. Ce curé était secondé pour l'entretien de l'église par ce que j'appellerais les saintes femmes. C'était aussi les institutrices du couvent. C'est elles qui contrôlaient les gamins aussi, au catéchisme. Quand, par exemple, elle remplissait le truc, là, quand parce qu'il y avait des loustiques, ça devait durer longtemps ce machin. On partait de là-bas, on devait arriver jusqu'à là-bas, fallait avoir dans son truc. Puis il y en a qui jetaient, gaspillent marchandises, ils arrivaient au milieu du machin, je pense bien qu'ils ramassaient une avoine, et la lisse, c'était la lisse. Elle avait son sac de fleurs, elle disait, il faut que ça te dure jusqu'à l'arrivée. Alors, on économise. C'était quand même extraordinaire. Donc il y avait le curé résident, surtout, moi j'ai surtout connu l'abbé Lacombe. Hein, l'abbé Lacombe, c'était quelque chose.
chantait énormément bien, il avait fait Soleste, il chantait le grégorien bien mieux que ses chanteuses, Josette, et bien mieux que le chantre de l'église, Lucien Lébussé. Parce que le credo et le gloria, il y avait des moments, quand les filles grimpaient en altitude, elles n'arrivaient pas. Moi, j'étais à même d'en juger, j'étais enfant de chœur, moi j'étais à côté du curé. Et je le voyais rager. Et il n'osait pas engueuler le père Lébussé, bon quand même c'était le maire, je ne vais pas le dire, mais le père Lébussé, dessus il y avait des moments, il partait et ça se terminait où ça pouvait. Donc il y avait la collecte de travaux, de la dentelle, de la ganterie, alors Villebessin en faisait. Moi je me rappelle que ma grand-mère récupérait des gants faits avec du fil blanc, des gants faits au crochet. J'en ai fait des gants. Des gants, t'en as fait. Des gants faits au crochet, et du fil blanc et du fil bic. Bon. Cet ouvrage a été souvent emmené par les, c'était elle, hein, par les filles, les jeunes femmes de l'époque, en champ, pour garder les vaches. C'est hors question, il n'y avait pas de gravière. Hein. Donc, la dentelle, elle n'emmenait pas, parce que c'était très difficile d'aller d'emmener un carreau à travers la nature. Ma mère, moi, elle emmenait son carreau. Au carreau, moi, avec les autres, enfin, dans mon village, ma mère, elle emmenait son carreau quand elle allait en champ avec les vaches. Elle emmenait son carreau. Ben, c'est pas souvent. Ici, on voyait plus faire des dents. Oui, des gants. Alors, cette histoire, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Moi, je me rappelle, le dimanche matin, elles venaient porter leur ouvrage, peut-être ici, mais chez ma grand-mère Chaumette, et la mémé payait les ouvrières, récupérait le travail fait, leur redonnait du fil, elle repartait. Et dans la semaine, il passait le marchand. Le marchand qui récupérait sa marchandise, qui redonnait du fil, qui remboursait la grand-mère. Et moi, j'avais l'impression, c'était l'impression de mon père, qui disait quand même, je ne devrais pas faire ça. Il les paye à grands coups de lance-pierre, cette espèce de marchand. C'est vrai que, vu de maintenant, il ne gagnait pas grand-chose. Mais néanmoins, je pense que c'était un truc d'appoint. Et puis, ça occupait les gens pendant qu'elle gardait les bêtes. Et finalement, ben, c'était peut-être pas négligeable, je vois pas bien combien ça coûtait, mais c'était pas payé cher. Certainement, quand c'était vendu en magasin, au Puy ou ailleurs, ou en ville, c'était vendu. Ma mère, en plein hiver, tous les jours, elle arrivait à gagner 5 francs par jour en travaillant toute la journée. Ouais, voilà. Bon, il y avait une police locale, il y avait un garde champêtre. Ah oui, c'est vrai. Oui, une police locale, il y avait un garde champêtre. Il y avait un hôtel chez Donat, et il y avait une desserte de car qui venait de Vivrolles en passant par Église-Dol, Saillant, qui allait à Husson, rejoindre les cars et rejoindre le train. C'était Faverolles, et qui faisait le matin dans un sens et le soir dans l'autre sens. Donc voilà un petit peu le panorama. Donc ça fait quand même pas mal de choses quand on regarde. Par rapport à aujourd'hui, il y avait quand même beaucoup de choses. Une chose il y avait aussi beaucoup de choses en 1851. Là, il y avait des tailleurs, il y avait des sabotiers, il y avait beaucoup de choses. Par contre, en 1851, il n'y avait pas de boulanger. Tout simplement parce qu'à cette époque, le pain était fait dans les hameaux, dans ces fours à pain répartis dans les hameaux. Il n'y avait pas de boulanger. Puis après, cette pratique s'est abandonnée et le pain a été fait chez le boulanger. Mais en 50, il y avait bien du guet qui faisait les sabots encore, non? Oui, peut-être. Il y avait encore des gens qui travaillaient. Il y avait du guet. Alors, là, bon, je vais passer un peu la parole un peu aux gens autour. On va évoquer un peu la vie sociale, ce qui se passait. Bon, il y avait des jeunes, mais il y avait des vieilles personnes. Le bourg, et puis il y avait un certain nombre de, alors je n'ose pas dire vieilles filles, mais enfin bon, de demoiselles, sur le tard.
La guerre de 14 avait quand même fait un massacre chez les jeunes hommes. Il y avait, on a travaillé là-dessus, on les avait comptés, il y en avait 20 ou 30 qui avaient disparu de la circulation. C'est autant de types qui ne se sont pas mariés, donc autant de jeunes femmes qui n'ont pas trouvé de mari, autant d'enfants qui ne sont pas nés. Plus d'enfants d'ailleurs, on doit 2. Bon. Donc il y avait un certain nombre de belles filles réparties un peu partout. Et alors les noms de l'époque sont quand même savoureux. Hein, bon, moi, les prénoms, moi, je suis content. La Noémie, le Phrasy, la Léonie, la Noémie Chapeau qui faisait la cantine. Et puis alors des surnoms. Alors les surnoms, alors là. Bon, une petite, c'est la puce en haut, la toune, la barbette, la tourande, et alors avec cette espèce de là, toujours devant. Là. Et c'était quoi? Ben, c'était soit une disgrâce physique, soit une des fois une manie, enfin peu importe. Et aussi, les maisons avaient un surnom. Les maisons avaient un surnom. Les maisons avaient un surnom, par exemple, il y avait chez Lissy, parce que donc ça s'appelait Alexis, le grand-père, et il y avait d'autres surnoms ici. Chez Bourreil, chez moi. Chez Bourreil, je ne sais pas pourquoi. Moi, il y a un certain nombre de prénoms, je ne sais pas. Chez la Bon, Mireille, elle sait. Chez la Fouillère. Chez la Fouillère. Chez Bourreil, Bisonzet. Pourquoi? C'était le nom des anciens. Non, ça va être un surnom des anciens. Un surnom des anciens, pas Non, c'est pas un surnom. Hein. Il n'y avait pas de Bourreil. Il y avait un monsieur qui s'appelait Bourreil avant. Hein. Ah oui, tu crois? Oui. Peut-être bien. Oui. Faut que je retrouve. Alors, Je rechercherai sur les actes tu n'as salariés. pas connu ça, toi? C'est Bourreil, oui. Alors, il y en avait pratiquement toutes les maisons. Mais c'est partout. Toutes les maisons avaient une appellation spécifique, hein, on va dire comme ça. Et pour certains, on sait pourquoi il y avait cette appellation. Pour d'autres, par exemple, moi je ne sais pas. Pourquoi vous, là, la Fouillère, pourquoi certains autre chose, moi je n'ai jamais élucidé. Par contre, par exemple, Benoît Bernard m'avait dit, quand j'avais fait le travail sur les surnoms, que ceux du monde qu'on appelait Canot, ceux qui avaient été si hors-de-l'an dans les Landes, à la Canot. Alors quand ils revenaient, on disait, voilà les canots. Et donc, il y a certaines expressions qu'on sait pourquoi, puis il y en a d'autres qu'on ne sait pas pourquoi. Voilà. Alors, à l'époque, le deuil, c'était quelque chose de très important. Les gens, même les jeunes, étaient souvent en noir, voire en gris. Les personnes étaient en noir. De toute façon, on quittait un deuil pour en avoir un autre. Il suffisait que quelqu'un casse sa bite dans la famille, et que ça repart. Alors il y avait le fameux grand deuil, hein, chapeau, la voilette, le tailleur, hein, tout en noir. Donc il y avait beaucoup de gens en noir. Alors quelques jeunes filles étaient habillées un peu en couleur, mais bon, pas beaucoup. Et quand les gens allaient à la messe le dimanche, eh ben, il y avait... alors c'était quelque chose d'assez extraordinaire, parce qu'il y avait d'un côté, à gauche en rentrant les femmes, devant les chanteuses. Il me semble bien que j'ai entendu un harmonium, passer une époque. Il y avait quelqu'un qui jouait de l'harmonium. Je ne me rappelle plus qui jouait de l'harmonium d'ailleurs. Il y avait quelqu'un. De l'autre côté, il y avait des femmes et des hommes. Et puis, il y avait ceux qui ne voulaient pas trop se mouiller, qui étaient au fond, et ceux qui montaient aussi à la tribune. Les spectateurs, là, c'était pas des participants extrêmement... bon, mais ils étaient... Et au milieu, entre d'un côté et l'autre, il y avait les mômes, les garçons. Et attention, il ne fallait pas brancher, il fallait suivre sa messe, avec le missel. Il ne fallait pas faire comme mon cousin, avoir mis un San Antonio dans le missel. Il a rigolé en pleine messe, et la liste est arrivée, elle lui a piqué le bouquin,
Ça a fait un scandale. Lire San Antonio pendant la messe, c'est quand même quelque chose qui... Voilà, donc il y avait cette espèce... Et il ne fallait pas déroger à ça, c'était quelque chose de... Il y avait aussi quelque chose d'ennuyeux, moi, qu'on m'avait rapporté. Nous, on vivait dans le bourg, mais les gens partaient des hameaux le matin, je ne sais pas combien de temps avant, par les chemins, avec leur roupiane du dimanche, leur godasse en général noire du dimanche. C'était pas toujours... Il y avait de la boue parfois. Hein. Et alors, on arrivait, on avait autour de l'église, puis c'était pas goudronné. Et alors, on arrivait dans l'église, et je me souviens, il y avait la combe qui rouspétait pratiquement tout le temps d'ailleurs, bravo. Les gens mettaient leurs pieds sur les genoux, comment on appelle ça, l'endroit où tu mets tes genoux, là, ouais, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, un petit banc qui était plus petit, si on était censé s'agenouiller, parce qu'à l'époque, on s'agenouillait, on ne restait pas debout, je mettais à genoux. Donc si on mettait les chaussures boueuses sur le truc, ben, c'était quand même comique de voir ressortir les gens à la fin avec les genoux, etc. Mais alors il y en a qui avaient compris qu'ils ne voulaient pas s'agenouiller, mais le père curé, il n'était pas très content. Donc, et puis il y avait aussi donc toutes les fêtes. Hein. On a parlé de la fête Dieu. Il y avait les premières communions, il y avait les processions pour aller à Saint-Léger, pour aller à la Cholbe, pour aller à la Vierge du Pierrot. Tout le monde partait en procession. Tout ça, c'est des choses qui ont totalement disparu, qui n'existent plus. Tout le mois de mai, le mois de Marie. Et il y avait le mois de Marie. Dans les hameaux. Il n'y avait pas seulement souvent la messe du dimanche matin, on essayait d'en échapper, il y avait les vêpres. À 15h. Vous payez une messe le matin à 10 et vous avez les vêpres à 15. Il ne s'agit pas d'avoir prévu de faire autre chose. Enfin, des fois, on les séchait les vêpres. Et à Noël, il y avait 3 messes. Et à Noël, il y avait 3 messes. Il y en avait qu'une qui me plaisait bien, moi. C'était l'année dernière. C'était celle de minuit. Ah oui. Ah, la messe de minuit, c'était bien. C'était sympa, nous les gamins, on était encore debout. C'était bien. La messe de Noël, c'était bien. Donc voilà un petit peu sur la vie des jeunes. Et puis il y avait, alors quelque chose, moi, que je trouvais, c'était aller à confesse. Parce que quand on voulait communier, il fallait aller se confesser. Et alors l'autre, il nous attendait derrière, dans son espèce de cagibi, il avait fermé son truc, là, clac. Alors tu arrivais, tu étais là, tu te disais, attends, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui raconter? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire? Et alors là, il avait repéré qui c'était, il savait. Il ouvrait son estanco, d'un coup sec. Alors, et il disait, mon fils, à moi, mon fils, prenez, alors je disais, bénissez-moi mon père parce que j'ai péché. C'est ce que j'avais fait. Alors as-tu péché par omission? Et as-tu eu des choses qui sont extraordinaires? Bon, maintenant, quand j'y repense, ça m'amuse beaucoup. J'étais censé avoir eu des mauvaises pensées et des mauvais désirs. Vous savez ce que c'est que les mauvais désirs, vous? Si vous vous en doutez. On a peut-être un peu reluqué les filles, de dire, voilà ce qu'on avait fait. Et alors là, il fallait quand même essayer de trouver quelque chose, hein, Jean? Ah oui. Ah oui, c'était pas... On se débrouillait quand même. Tout le temps. Ouais. On n'avait pas fait grand chose. Oui, Puis après, on avait droit à l'absolution. Oui. Et si on avait fait des péchés mortels, on se payait 2 ou 3 chapelets, je ne sais pas combien de chapelets. Ou alors, on avait droit, si c'était un péché véniel, pas mortel. on avait droit à le mortel à l'enfer, le véniel au purgatoire. C'est bien ça. Ouais. Bon, et bien, là, on allait faire notre pénitence. On disait, qu'est-ce qu'on a là? Que ça vient. Et puis il en passait un autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça c'est quelque chose qui a totalement disparu. Hein.
Est-ce qu'il existe encore des confessions? Si, ça existe. Ça existe encore? Pas chez nous. Mais en commun, Même individuellement, ça fait ça. Enfin, il n'y a plus. C'est la réconciliation. Dans certaines conditions, Tout individu. Bah, ici, je pense qu'il n'y a pas. non, je pense pas, mais. Ils s'habillent Après, il y avait des confessions. confessions en groupe. Le groupe, oui, ça se fait. Ouais. Bon, on les avait réparés avec Jeannot. Tu pensais, et puis on te bénissait. Quoi. Oui. Tu disais pas tes péchés devant tout le monde, mais tu les gardais dans ta tête, tu pensais bien, et puis au bout d'un moment, tu disais, ben voilà. Alors, Vous avez demandé pardon à Dieu. Oh, à l'époque, il n'y avait pas la télé. Alors, ça, il n'y avait pas la télé. Il y avait les radios. Moi, je me rappelle d'une radio, une espèce de poste Philips, qui faisait des bruits bizarres quand on cherchait les stations, et puis qui avaient de la lumière verte dedans, là, ce machin. C'était très difficile d'arriver à trouver quelque chose. Il n'y avait pas la télé, mais il y avait La Fontaine et le lavoir des Clos. La Fontaine, c'était quand même quelque chose. Les gens avaient des bacs dans les cours, il y avait des puits, les puits donnaient de l'eau au bac, mais quand même un certain nombre, surtout dans le bourg, montaient autour pour venir chercher, non pas une seille, deux seilles, hein, parce que ça faisait l'équilibre. Bah oui. On en voit. Et alors, autour de la fontaine, là, il y avait une petite réunion, et on se coutargeait, on discutait. Hein, vous savez pas, ça m'y pas. Mais attention, c'était Radio Fontaine. Et c'était bien parce que des moments, il y avait 4-5 personnes qui attendaient, qui repartaient avec leur seau d'eau. Et puis, ceux qui revenaient, il y avait les infos. Puis il y avait le lavoir des Clos, où on faisait la buée. La buée. Pourquoi la buée? Parce qu'il y avait cette espèce de lessiveuse. La machine à laver de l'époque, la lessiveuse avec une espèce de tube et quelque chose qui distribuait l'eau. Nous, les gamins, il y avait un mélange d'eau et de cendre. La grand-mère nous faisait tamiser la cendre parce que s'il restait des trucs trop gros, ça bouchait les trous. Donc, on faisait un mélange, elle mettait ça sur le feu, ça mouillait, de temps en temps, on voyait que ça coulait. Et ça montait, ça descendait, c'était une machine à laver. Puis après, il y avait le lavoir. Alors là, ça, c'était quelque chose, le lavoir. Le lavoir, pour ceux qui l'ont connu, il y avait 6 places. Il y en a une qui a été perdue. Il y avait 6 pierres, 3 d'un côté, 3 de l'autre, qui permettaient de mettre 6 planches. Hein, la planche, qui permettait de laver. Donc, nous, quand la grand-mère avait fait la buée, elle nous disait, les gamins, prenez le char à bras et mettez dedans, alors là, le sileuse, la corbeille à linge pour remonter le linge, le battoir, qui servait parfois le battoir, la brosse, et puis le gros savon de Marseille, et puis cette espèce de cagette, là, de truc où elle mettait leur genou, avec un espèce de enfin, un coussin, c'est un bien grand mot, hein, bon. Et alors, alors, je sais pas, le téléphone arabe, elles étaient 6, pas plus de 6, rarement moins de 6, donc il y avait une espèce d'entente. Vous y allez quel jour? On y va. Et alors, les places les plus désirées, bien sûr, c'était les places où entrait l'eau propre, en haut du lavoir. Parce que celui qui était au bout de l'autre côté à la sortie, il avait l'eau quand même un petit peu. Et nous, notre grand-mère nous disait, les gamins, essayez de m'avoir, parce que nous on allait plus vite qu'elle, bien sûr, essayez de m'avoir, elle arrivait après, une des places en haut. Et alors nous, on prenait le char à bras, on avait tout mis dessus, puis je me tendais, ça descendait. On croisait la grand-mère de Mireille, la génie, qu'il avait pour le monde. Eh oui. Bon. Et alors, on passait à côté d'elle, et puis on fonçait. Nous, on engageait. Elle avait un char à bras à pneus, mais nous, on avait un char à bras qui faisait à roues cerclées. Mais ça descendait. On arrivait en bas, paf, hop, là, la place réservée, on mettait le truc, on installait tout. Il y en a un qui se posait, et on arrivait. Et la grand-mère arrivait. Et ta grand-mère disait à ma grand-mère Julie, vos petits sont mal élevés. C'est des malhonnêtes. Ils m'ont croisé, ils m'ont pas adressé la parole. Bon, nous on disait rien. Mais elle disait qu'on ne pouvait pas élever les enfants comme on voulait. Ça c'est l'heure.
Par contre, avant, elle nous avait passé la consigne. Elle nous avait dit, attention, hein, perdez pas de temps en chemin, moi je veux une bonne place. Mais alors, c'était une faux cul quand même quelque part. Mais bon, voilà, c'était. Et là, alors là, nous les gosses, on s'en allait. On n'allait pas du côté d'en bas parce qu'elle nous polluait l'eau avec leur lessive. On montait du côté de Pibouzon pour aller un peu pêcher à la main ou faire des choses dans le ruisseau. Et là, j'aime autant vous dire que là, on parlait de la fontaine, mais là aussi, hein. Il y en a eu des shorts de taillés, là, comme on dit chez nous. Tout le nom de chiens, alors là, ça y allait, hein. En patois, le battoir, et puis on écartait on mettait le linge dans les prés. C'était quelque chose d'extraordinaire. Moi, je restais souvent parce que je m'amusais beaucoup à aller. Alors, je ne parle pas le patois. Je le comprends, mais je ne le parle pas. Je ne le parle pas, mais je le comprenais. Et je me disais quand même, eh ben, elles y ont bien, hein, ça donnait, hein, voilà. Et puis après on remontait, et c'était ça. Alors voilà un autre lieu social, le lavoir, la fontaine, le lavoir. Bon, il y avait un certain nombre d'endroits comme ça où il se passait des choses. Alors, par rapport à maintenant, quand même, ça n'a rien à voir. Hein. Je ne parle pas des veillées qui se faisaient. Alors, ceux qui habitaient dans les hameaux, c'était un petit peu la même genre d'existence. Il y avait des lavoirs, il y avait des veillées, il y avait, bon, il y avait des jeux de cartes, il y avait des choses, il y avait bon... Et donc, voilà. Alors, l'école. L'école, c'était quand même quelque chose. Alors, vous verrez, je vous ferai passer les photos, là. L'école, c'était quand même quelque chose, parce que il y avait une bande de loustiques, quand même qui n'était pas très soudée, hein. Il y en avait un certain nombre. Ramassage scolaire. Ramassage scolaire. Ah ben oui, ramassage scolaire, patibus de Pibouzon à Saillant, récupérant ceux de Montpelou, d'Hauteville en passant par le Mont, de Saillanté, etc. Et les groupes de gamins partaient ensemble. Même la Valette. Hein, la Valette, oui, etc. Quand il faisait mauvais, il y en a même qui venaient en ski. Aussi un exemplaire. Avec des skis en frêne, avec des boudins. Qui tapaient ses skis contre les murs, il y en avait plusieurs qui venaient, à cette époque il y avait de la neige. Il était hors de question qu'on vous fasse la trace et qu'on vous dise il y a 50 à 60 cm de neige, je vous dirais pas à l'école. Il fallait vraiment, alors là s'il y en avait, et donc il y en avait qui venaient à ski. On est à ski, oui. Ouais, c'est toi et d'autres d'ailleurs en haut. Avec des galoches, on n'avait pas des... On mettait les galoches sur le machin. Philippe Foulon, il vient en ski aussi. Ouais. Ah oui, Philippe Foulon. Moi j'ai même vu des galoches clouées sur les tasses. Oui, mais on les gardait pour s'amuser chez nous, ça. Alors quand tu tombais, tu étais pieds nus dans la neige. Ah oui. Et alors, quand même, parfois, sur la route, il y avait, c'est un peu comme la guerre des boutons de Louis Pergaud, pour ceux qui ont lu le livre. Je ne parle pas des films, les films, ils sont pas bons. Le livre est excellent. Mais il y avait quand même des bagarres, quand même, sur la route, un petit peu. Hein. Des échauffourées. Non, c'est pas ça? Des échauffourées. Oui, voilà. Ouais, c'était pas des bagarres qui portaient loin. Oh, tu sais, entre Dionnet et les Ferragnes, dans d'autres villes, du côté du Mont, et ça... il y avait quand même quelques gars, ils tapaient dur, hein. Bon. Tout ça, une fois arrivé à l'école, terminé, bien entendu, sage comme des images. Mais bonjour monsieur, et voilà, dans la cour, oui, mais enfin... Et puis après, ben, c'était la classe, quoi, avec tous les aléas de l'école, et des enseignants qui, s'ils venaient maintenant, seraient taxés de, comment on dit, maltraitants. De tortionnaire. Plus que maltraitants, tortionnaires. La main était leste, les paires de claques tombaient aussi vite que les coups de pied au cul, et c'était quand même, c'était pas évident. Mais enfin, après tout, on avait une philosophie. Moi, je pense qu'on disait, moi, je me disais, toutes les fois que tu aurais mérité d'en prendre une, et que tu l'as pas pris, parce que parfois c'était injuste. Hein. Ça arrivait d'être injuste. Ouais. Pas souvent, mais ça arrivait. Ben, je disais, ben, cette fois, ça passe. Puis comme il était hors de question d'aller raconter ça aux parents, ben, ma foi,
pas mal. On aurait pris une autre. Hein? On aurait pris une autre. Alors que Jean a raison, tortionnaire. Moi je connais, on peut le dire, il est parti, il est sans doute décédé, un monsieur, il est là sur les photos. Moi je ne l'ai pas eu, j'étais déjà parti de Saillant. Un monsieur Magot, je me rappelle mon frère, André, une tête d'Alard, qui était souvent à genoux sur une règle en fer, avec deux Larousse à bout de bras. Oh là là. Et l'autre il attendait qu'une chose, c'est qu'il lâche les Larousses. Hein? Donc là, oui, tu as raison, c'était presque la... C'était pas le plus méchant, Mago. Eh ben, ben oui, ben bon, c'était peut-être pas le plus méchant, mais... Donc finalement, Il est mort hier, moi. c'était ça. Et ce qui était extraordinaire, c'est que tout le monde trouvait ça normal. On se tenait à carreau dans le monde des gosses, on était contrôlé par le curé, qui lui aussi, hein, et on se tombait, hein, l'instit, les voisins, tous les adultes essayaient de nous... Il y avait, quand on était au bord de l'Anse ou qu'on était à travers, en train de jouer au foot dans des prés, qu'on avait la paix. Sinon, les adultes, nous, moins on les voyait, mieux on se portait. Voilà, donc c'était un petit peu, c'est quelque chose qui a complètement disparu, tout ça. Les jeux, on n'avait pas de jouets. Enfin, moi, j'ai jamais eu de jouets. On avait ceux qu'on se fabriquait. On nous apprenait à jouer aux dames, à jouer au jeu du roi. Ah si, on avait nos lance-pierres, nos frondes, nos arcs et flèches avec du frêne, et du mostier. On avait quand même, on avait des outils, on avait des billes, oui. On avait des billes. Voilà, un petit peu la vie du village, un petit peu à cette époque. Et c'est vrai que depuis les 30 années entre 1950 et 1980, tout ce que je viens de raconter, ce qu'on vient de raconter, c'est volatilisé. C'est parti, les commerces ont fermé, les gens se sont en allés. Bon, il semblerait qu'ils reviennent, mais bon, l'exode rural a continué. On est quand même descendu jusqu'à 255 habitants, pour remonter actuellement à 306, je crois, au dernier recensement. Je ne sais pas, est-ce que ça va continuer à monter un petit peu? Je ne sais pas, peut-être. Le gros problème ici, c'est le problème du travail. Hein, voilà. Donc, voilà un tableau de ce qu'était le village à cette période, hein, dans ces années-là. Voilà, vous pouvez, si vous avez des choses à ajouter. On a vu le recensement 1851. 1851, j'ai dit tout à l'heure, 1851, 1200 habitants. La Foléa, 2 maisons, les 2 maisons Chamba et Bernard, plus un petit réduit entre les deux, et je crois qu'il y avait 50 habitants. 50 dans 3 maisons, pas où ils couchaient. 1200 habitants en 1851, 2 autogénaires sur le territoire. Alors des gamins, il y en avait des quantités industrielles qu'il fallait occuper. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est quelque chose moi, qui me chagrine un petit peu ici, c'est partout pareil, c'est la disparition de ces murs en pierre sèches qui bordaient les propriétés, qui bordaient les chemins. À l'époque, ils avaient de la main d'œuvre pas chère. Il y avait celui qui faisait le mur, ou les deux, et puis les mômes, ils approchaient les pierres. Il y avait les pierres qu'on sortait des champs, qu'on mettait sur les bords, mais on essayait de faire ces espèces de murs qui ont délimité pendant des siècles et des siècles les chemins, qui ont disparu parce que ou un tombereau, ou un char à foin, un droublier passait, une moissonneuse, voire même les tracteurs actuels ne passent pas, et ces murs, je pense, ont été faits à peu près pendant des siècles et des siècles, entretenus d'ailleurs, parce qu'ils étaient entretenus, et ils ne le sont plus, mais pourquoi ils seraient-ils d'ailleurs? Voilà. Et tout ça, c'est des choses... En 1851, tout le monde avait un métier,
toutes les femmes étaient soit dentelières, les petites filles dentelières et les petits garçons bergers. Il n'y avait pas de personne qui n'avait pas un métier. Et qu'est-ce qu'il y avait de plus? Ah si, il y avait quand même des gens qui ont disparu, puisqu'il n'y avait plus de tailleurs, il y avait des gens qui faisaient des habits, il y avait des marchands de chaussures. Les charrons. Hein. Il y avait les Maréchal charrons, Ferrand, il y ouais. avait le maréchal Ferrand, il y en a eu un maréchal Ferrand. Ouais, Et il y avait, comment on appelle ça, le travail, c'est ça, l'outil qui sert à ferrer les vaches. À ferrer les vaches. Alors il y avait un travail, bon vous le connaissez, il y en avait un là, je crois qu'il y en avait un à Hauteville, Il y en a un autre. il y en avait un à Merlon, il y en avait un à Espinasse, Au Mont. ou peut-être au Mont Au aussi. Mont, il y en avait un. Je crois qu'il y en avait un à Hauteville, je me rappelle plus. À la balade, Au Mont, il y en avait un. Dans le langage de saillance, c'était l'étrieux. Les trieux, oui. Ah, voilà. Oui, Travail, les trieux. c'est pas trop, on n'avait jamais entendu ce Mais mot. dans tous les villages. C'était l'étrieux. Il y avait le garde champêtre aussi qui, après la messe, annonçait Oui, à la sortie de l'église. avis à la population. Avec le tambour, quand même. On en a eu plusieurs gardes champêtres, et puis après ça s'est perdu. Le dernier, oui. Le dernier, c'était Jean-Pierre. Ah oui, c'est Jean-Pierre le dernier. Le garde. Ouais, c'est Jean-Pierre. C'est la garde du Creuset. Ben oui, et le garde de la Valette, il avait dû être garde champêtre. Non, non, C'est c'est vrai. pas. Non, et pourquoi il a été appelé le garde? Il a été. C'est une anecdote. Oui, ben voilà. Il était à Montclou avec Zaliro, et puis je crois qu'ils avaient bien fait la Oui, passe, quoi. oui, c'est ça. Et je crois qu'en descendant, il s'est cassé la gueule en neige, je sais pas si c'était en ski ou autrement, quoi. Et lui a crié, oh, garde de garde! Ça lui est resté. C'est ce qu'on m'a raconté, hein. C'est ce qu'on raconte à la Le garde de la Valette. Et, C'est ce qu'on racontait à la Valette aussi. oui, C'est ça. oh non, il n'a jamais été garde champêtre. Alors si j'ai oublié un personnage, c'était le père Chamba. Le père Chamba, le vendredi, Il vendait les mon poissons. maître, avait une espèce de caissette avec un truc de cuivre, là, une lanière en cuivre qu'il mettait autour du cou. Il y avait un fond de sel sur son truc, et il passait et il vendait. Alors autant qu'il me souvienne, vous me corrigerez, il y avait de la morue, il y avait des harengs, il y avait du maquereau, je ne me rappelle plus, il y avait peut-être du poisson d'eau douce, des tanches, je ne me rappelle plus. Enfin, il y avait 2-3 sortes de poissons, il vendait du poisson le vendredi. Où se le procurait-il? Ça, moi, j'ai jamais Il était livré, certainement, parce que. je ne sais pas comment il est arrivé à vendre. Il les pêchait maintenant. Ouais, il y avait un truc qui dépassait. Il ne vendait pas de truite, on n'avait pas besoin de lui pour s'approvisionner. Est-ce que vous ramassiez les grenouilles? Ah oui. Oui, on ramassait les grenouilles. Les crevisses? On ramassait les écrevisses, on ramassait les grenouilles. Oui, oui, les grenouilles, il y en avait, mais il y en avait des grenouilles. On ramassait les écrevisses, oui. Il y en avait aussi. Alors il y avait un moulin. Est-ce qu'il y avait des moulins encore en fonction? Peut-être celui de Ratier. Ratier. Oui, celui de Ratier. Bramel. Celui de Bramel, oui. Bramel. Je dois y en avoir d'autres, non? Il va peut-être pas y en avoir. Ben, le moulin. Au moulin d'Hauteville. Le moulin d'Hauteville, oui. Oui. La Paillange, oui, il y en avait. Le moulin de Pirol, il est resté longtemps, le Pirol. Ah, Pirol, oui. Le Pirol, c'est plus saillant. Oui, c'est Mais on avait beaucoup à Ratier. oui, Le coq. le coq, ouais, non. Ça, c'était une figure aussi, hein. Ah, ça c'était une figure, oui. Quand il montait, qu'il venait assaillant, qu'il montait, il avait une espèce de chapeau noir qui était plus gris, blanc, comme la farine, avec sur la tête, il montait. Et alors, les grands-mères s'étaient installées dans la cour, elles avaient sorti le truc à chaussettes à 4 machins, là, à 4 aiguilles, les trucs pour faire les gants, voilà. Elle l'aurait arrivé, le dzé, comme elle disait, le dzé. Et c'est là, moi, où j'ai appris le patois, mais là, moi, ça donnait. Il montait, il passait dans le chemin, il saluait ses dames, très courtois. Ah oui. Mais je l'ai connu. Il en entendait des vertes et des pas mûres.
Je te jure que sa virilité était parfois mise en cause, etc., etc., etc. À tel point que, quand il redescendait, plutôt que de passer dans le chemin, et d'entendre ces harpies qui allaient l'insulter, il passait par les prés devant. Il montait par le chemin, il redescendait par les prés. Si j'en ai assez entendu en montant, ça va bien. Et alors elle disait, ah, regarde-le là. Il nous disait, il passait là-bas, Alors là aussi, c'était des réunions, ça aussi, c'était de la convivialité. Elle décidait, il y en a une qui prenait son siège, qui venait s'installer, en général dans la cour, devant chez nous. Alors là, dans le coin, là-bas, il y avait la Marie Pirol, il y avait la Touronde, la Chatin, il y avait les Roberton, ma grand-mère, il y avait toute une troupe. Les chauves, ça venait, ça s'installait, chacun faisait son petit ouvrage, bien sûr la langue marche bien, et des fois, elle faisait ça le matin. Et tout d'un coup, on brûle quelque part. On brûle quelque part. Toutes les nanas se levaient comme un seul homme, abandonnaient l'ouvrage, et elles revenaient toutes sauf une. Celle où le fristi brûlait. Et qu'il fallait qu'elle recommence à le faire. Et moi là, j'étais écroulé de rire quand je les voyais comme ça. C'était. Les autres allaient leur dire, bon, moi c'est pas chez moi. Mon fristi, il est bon. Et l'autre, elle arrivait, et alors, elle plaignait tous les saints du paradis. Ben oui, ça a brûlé, je sais pas ce qu'elle avait fait brûler, peu importe. Donc c'était quand même un drôle de truc. Hein. Le coq, en parlant du coq, là, un jour le gendarme, je sais pas ce qu'il a fait, il va voir à Ratier, là. Il a mis les deux gendarmes dans le tas de fumier. On a eu, on a fait Alors c'est vrai que, il craignait pas grand-chose. Comme tu dis, Paul, il n'y avait pas la télé, mais il y avait quand même des gens qui étaient extraordinaires. Il y avait des gens extraordinaires. Moi, je me souviens de Paul Chopin, voilà un autre surnom. Pourquoi Chopin? Tout le monde se le demande. La Chopine. Alors, il avait une petite femme, Paul, il avait un problème du bois, il parlait, il avait, je sais pas quoi, enfin bref, c'était un drôle de truc. Et il avait une petite femme qui s'appelait Nénette. Lui, il était grand, elle était petite. Quand il dansait, lui, il mettait les mains sur les épaules, et elle le tenait par les fesses. Et alors, quand il touchait la paye, il montait chez Bouillon-Renoir, là, il achetait les sardines, le litre de rouge, du pain, je ne sais pas ce qu'il achetait encore, et c'était la fiesta. Et alors, il me commençait à mettre le poste de radio un peu fort. Il essayait de trouver de l'accordéon, et à l'époque, on trouvait des stations de radio et de l'accordéon. Et tout d'un coup, il se mettait à danser. Alors il dansait dans la cuisine, sur le plancher ou ciment, je sais pas ce qu'il y avait. Et il y avait un petit escalier qui descendait. Et il trouvait que c'était pas assez grand. Et bien, en dansant, il passait sur l'escalier. Pas à la fin des agapes, hein, il ne pouvait plus. Mais au milieu, il passait dans l'escalier, dans les deux marches, en se tenant. Il tournait, elle chantait, elle, dans l'aigu. Lui, il chantait aussi. Et alors, quand ils avaient fait un tour sur le chemin, il remontait. Pareil, sans se lâcher, boum boum, en tournant, là, il remontait, il rentrait dedans, ça partait. Alors ça se terminait de deux façons différentes, l'histoire. Il y avait des fois ça se terminait bien, ils allaient se coucher, on n'entendait plus rien. Bon, et puis d'autres fois, ça se terminait mal. Et donc ça tombait. Hein, alors, la maltraitance là aussi. Hein. Et alors quand elle en avait assez pris, elle disait, elle gueulait, bien dans l'aigu, et elle foutait le camp à Vivrolles chez sa mère. Je ne sais pas comment elle se débrouillait pour y aller. Hein. Alors mon Paul, il était triste comme un sol. Hein. Pendant 2-3 jours, ni il buvait, ni il n'avait plus rien. Il avait perdu sa moitié. Et d'abord, est-ce qu'il avait encore des sous? Et au bout de 3 jours, on voulait partir en vélo, direction Vivrolles. Et il revenait. Et la montée des clous, on disait, tiens, il va rater. Et on remontait. La nénette derrière, son porte-bagages, il tenait comme ça. Et il revenait, et elle nous faisait signe, contente comme tout, jusqu'à la prochaine raclée. C'était quand. C'est fou ça. Hein. C'était extraordinaire. Hein. Les gosses, on s'amusait bien. Hein. On s'amusait bien. Il y avait du spectacle. Donc voilà, c'était
la vie dans le village, avec ses, j'allais dire, ses phénomènes, mais enfin ses excentriques un petit peu. Oui, Moi, je me vrai, souviens, il y avait des... Un peu différent, mais je me souviens pour la fête, tu sais, ils se mettaient dans le tonneau. Ah ouais. C'était Ah, vas-y, rigolo. vas-y. Il se mettait dans le tonneau, puis on lui lançait des boules. on lui lançait des boules. Et il a pris autre chose que des boules. C'était rigolo. Et pourquoi? Qu'est-ce que c'était ce tonneau? Bah, c'était un tonneau. C'était un jeu de massacre. Oui, voilà. C'était un jeu d'attaque, voilà. Et puis tu gagnais quelque chose, je crois. Il était dans le tonneau, il sortait la tête, et quand il sortait la tête, Il fallait Sur la tête. Mais des fois, c'était pas toujours des boules en tissu qui partaient, tu sais. Eh oui. Et des œufs. Non, mais des tomates ou des trucs. Ah bon? Je sais pas ce que c'était, j'en sais rien. Voilà. J'ai ce souvenir-là. Oui, mais ça, C'est loin pour moi. ça se faisait, ça, oui. Mais il y avait quand même parfois des choses qui frisaient quand même vraiment la méchanceté. La malheureuse Barbette, on Ah en a oui. parlé Ouais, de bien sûr. la Barbette. La Barbette, c'était quand même un peu un souffre-douleur. Je me rappelle un jour, elle est venue avec son seau. Pourquoi on était là? On s'amusait avec Guidance derrière dans la grange là. Et il y avait un mariage chez Vaudéronois ce jour-là. Et le mariage, je crois bien que c'était celui du père Carré d'Hauteville, du père Bernard Carré, avec la Jeanne. Jeanne. Et l'autre, elle est venue. Et elle je ne sais pas ce qu'elle a fait. Elle a rempli son seau qui est resté sur les barres. Et je ne sais pas ce qu'elle a fait. Elle a tourné un petit peu. Et il y en a deux qui sont sortis, je ne me rappelle plus qui, à toute vitesse. Ils sont montés sur les barres et ils lui ont mis le seau sur le truc en haut là. Oui, en haut. Elle l'a regardé. Et les autres, ils attendaient. Puis elle s'est dit, il faut que j'aille mon seau quand même. Eh ben, elle est montée sur les barres, et au moment où elle allait prendre le seau, ils sont sortis à toute vitesse en les cahiers, et ils l'ont poussé dans la flotte. Oh, non. Moi, je ne me rappelle pas quelle époque c'était, hein, mais elle n'a pas dû avoir bien chaud. C'était pas très malin, mais bon, c'était des choses comme ça, quoi. Et puis c'était pas le grand confort chez elle. Hein. Ouais, c'était pas le grand confort. elle vivait avec Joseph qui vendait les poissons. Hein? Elle vivait avec Joseph qui vendait les poissons. Oui. Alors les liens de parenté dans cette famille. Ah ben, c'était l'oncle Joseph. Oui. Moi je le sais parce que c'était ma cousine. Joseph Chamba. C'était ma cousine de Barbette. Et alors les deux jeunes, Joseph May et Jean May, Eh ben oui. c'était Ben, quoi ça, c'était les enfants de la Cloclo. C'est son oncle. La fille de la Barbette. si tu veux. Et qui c'était Cloclo? Attends, le Jean c'était le frère de la Cloclo. Oui, C'était les enfants que la Barbette avait eus. oui. Et Joseph May, c'était un fils à la Cloclo. Oui, c'était un neveu à Jean May. C'était un peu à Jean May, voilà, c'est ça. J'ai toujours eu de la peine à situer les... Ah mais je te dis, c'était ma cousine la Barbette. Et pas de loin, je crois que c'était une famille réelle d'ailleurs. Peut-être, moi je... Ah ouais, c'était une famille réelle. Le surnom, là, il avait pris... Moi, je la connaissais que sous le nom de... Ben, elle buvait et puis elle agressait les gens aussi, alors bon. C'était... Mais c'est vrai que parce qu'elle était à la sortie de l'école libre, là-haut. Juste. On allait au catéchisme là-haut, quand on sortait, des fois, ils nous auraient pris un coup de pierre. Enfin bon, c'est pas une raison pour lui faire des misères. Elle était un peu le souffre-douleur des enfants du... Enfin, je parle de mon oncle, par exemple, oui, qui en a beaucoup fait voir. Oui. Mais c'est ça, ben, tu comprends son agressivité et tout ça, après... Enfin, nous, on s'entendait assez bien avec Joseph May. Joseph. Ah bah oui. Ah, mais il a souffert un peu à l'école aussi. Il a souffert à l'école. Il a souffert parce qu'il avait des poux. Oui. Voilà pourquoi il a souffert. À l'époque. Et pourtant, Lucien Villebesset, quand il eut pour chasser les poux, c'était radical. Hein. Je ne sais pas si c'était la tondeuse à moutons ou quoi, mais il revenait, et il n'avait plus de poux. Hein. C'était à la mode de maintenant. Il était à la mode de maintenant. Il n'avait plus à cheveux sur le caillou. Quand vous avez parlé de l'église tout à l'heure, très tardivement, la messe était en latin.
Oui. Moi, je me souviens encore de la messe en latin jusqu'au milieu des années 70, avec le Père Lacombe. Hein. La messe en latin et le prêtre tournant le dos au... Oui. Ah ben oui, c'était pas comme... Aux fidèles. Aux Oui, fidèles. aux fidèles, comme tout. Aux fidèles. Oui, l'hôtel n'était pas positionné de cette façon. Non. Alors j'ai fait quelque chose avec la Bellacombe qui a complètement disparu. Je ne sais pas si Paul s'en souvient. Moi j'ai été enfant de cœur. J'ai, comme on dit, j'ai porté le bon Dieu à des mourants, notamment au Mont ou à Hauteville. Je l'ai fait une fois avec la Bellacombe. C'est pas toi qui portais, c'est lui. Oui, non, mais oui. Nous, on avait quand même quelque chose. Moi, j'avais un outil, je vais m'autant dire, j'étais embarrassé comme une poule qui a trouvé un couteau. J'avais cette espèce de truc là, où on mettait de l'encens là, je lui coinçais les doigts dedans, des fois je me brûlais. Hein. Lui, il me disait qu'il fallait pas que ça s'éteigne pendant le parcours, il fallait pas que ça brûle trop. Donc, il fallait l'encensoir, il fallait jouer malade. On arrivait, nous, c'est vrai que maintenant, on parle de choses. Des psychologues, enfin, il faut faire une cellule psychologique. Hein. Tu parles des cellules psychologiques, tiens, l'auteur. Alors nous, on aurait bien aimé aller voir le mourant, quoi. Quand même, c'était quand même pas tous les jours. Hein. Alors nous, on nous relaissait dans la cuisine, on nous filait un bonbon, et puis il rentrait. Mais on essayait de voir un petit peu. Si, mais je l'ai eu fait, moi. Tu l'as eu fait. Ah oui, plusieurs fois. Alors on partait à trois. Hein. On avait un le bénitier, l'eau bénite, un autre avec nos surplis rouges et puis nos trucs blancs là. On était quand même bien, c'était bien. Hein. Et puis on faisait l'aller-retour. Et on apprenait que le brave homme, il était décédé. Pas toujours tout de suite. Pas tout de suite. Oui. L'encensoir, ça avait une bonne utilité sur certains enterrements. C'était l'extrême onction. L'extrême onction, voilà. C'était l'extrême onction. Il y avait des morts parfois, ça faisait bien. Il fallait foutre un coup d'encens autour parce qu'ils n'avaient pas passé par une chambre funéraire. Quand il y avait des morts, il y avait des cloches qui annonçaient le décès et les ans. Et les ans, c'est-à-dire que si c'était quelqu'un qui avait 75 ans, il y avait un code. Ah oui. Alors, il sonnait 10 coups, il s'arrêtait, il ressonnait 10 coups, 7 fois de suite, et après 5 coups. Alors, il disait, les gens calculaient, ils disaient 75 ans, oh, ça doit être le père machin. Voilà comment on y va. Est-ce que vous mettiez, est-ce qu'il y avait des tentures noires après la porte d'entrée? Oui. Je sais pas bien ce que je dis. J'ai connu ça, moi. Les crêpes, on dépend bien. Non, mais les grands. Oui, bien sûr, il y avait. Tentures sur les portes. C'est les voisins qui allaient veiller le mort. Bah oui. Voilà. Tant qu'il était là, tu peux faire. Moi j'en ai veillé, je sais pas, 14 ans. 12 ans, j'en Il y ai avait veillé. le tocsin, quand il y avait un. C'était le rôle des femmes d'aller accoucher les voisines. Ah, ça aussi. Et, oui. Alors bien entendu, les funérailles, et si on parle des funérailles, les funérailles se passaient comme Brassens le relève dans sa fameuse chanson. Le corbillard avec le cheval et les gens derrière qui marchaient dans le crottin. Hein. C'est les belles funérailles d'antan. Et effectivement, bon, le corbillard, il va être à Husson. Et il était dans le Il a été au musée. au musée, il va être au corbillard. Et alors Et c'était... puis l'église était décorée suivant la finance de. Voilà, si c'était quelqu'un qui avait une situation un peu élevée, il y avait toutes les tentures noires, on les était. Maintenant c'était un Pékin. Il passait Le dernier qui a tiré le corbillard, c'était ton père avec son cheval. Je sais pas si mon père a tiré le corbillard avec son cheval. Si. Tu crois? Ah oui. J'ai pas le souvenir de ça, tu vois. Oh ben dis donc. J'ai pas le souvenir, non. Faites attention. Ah ouais, j'étais pas là. Moi. Voilà, je vais faire passer ça, vous regarderez. Il y a des photos de classe des années 50, il y en a même des plus vieilles. C'est Louis Aliro qui m'avait donné ça. Il y en a des années 30 avec Jean Courtine, l'instit de l'époque, où on voit des gens, bien sûr, qui sont... Mais il y a mon père. Hein. Oh oui, il y a beaucoup
il y en a une autre des années 32. Et puis alors il y a les années 57, 52, 53, il y a l'année 51, 52, et il y a l'année 49, 50, où on voit un tout petit garçon en bas, comme ça. Je crois bien que c'est Jean Bernard. 49, 50, quel âge as-tu, mon ami? Oh, il était déjà grand. 6 ans. Le même âge que toi. 6 ans. C'est bien toi, là. Et à cette époque, les filles n'étaient pas dans la même école que les garçons. Elles devaient être en remplacement de la... Elle devait être là 5 jeunes au départ. Il y a la mère de Mireille qui est photographiée. Il y a les filles Beauvironois, la Josette, etc. Mais toute une autre bande. Et l'institutrice, c'est Madeleine Reynaud. Elle avait épousé mon Parce que je me souviens plus, moi. Elles étaient dans la salle jaune à une époque. C'était avant ou après qu'elles soient montées? Après. Oui. Tenez, tu fais circuler. Si quelqu'un veut commenter, toi tu connais un peu, et c'est là qu'on voit que... Alors on était quand même habillés, quand on regarde les photos, on est quand même habillés à peu près comme il l'était autour de la guerre de 14, hein, ça n'avait pas beaucoup changé. Hein. Il y a encore des galoches, il y a encore des sabots, il y a encore les blouses, bien sûr. Les blouses, oui. Mais tu sais, pendant longtemps, les choses n'ont pas tellement bougé. Ben voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Avec les bas montants, là. Ah oui, jusqu'au genou. Jusqu'au genou. Et puis le pantalon de velours, mais pas le pantalon long, celui qui arrivait là. On n'avait pas trop froid. Moi, je vais raconter les faits, en fait, un truc qui n'a rien à voir, mais il y a 2 ans, je suis allé visiter le musée de Gergovie. Et dans une vitrine, il y avait l'instrument qui servait les Romains pour labourer leurs champs. Ouais. Et ben j'ai le même à la maison. C'était une arrière. La différence, c'est qu'elle avait l'arrière en bois, moi je l'avais en métal. Mais ça n'avait pas évolué depuis les Romains. Moi je m'en suis servi de l'arrière. Les Romains aussi, là, tu vois. Mais il ne fallait pas avoir trop de pierre dans la terre. Ah ben sous le menton j'en ai pris quand parce qu'il fallait la tenir loin un peu. Parce que... Oui, parce que quand on touche une pierre. Le changement agricole, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein, le changement agricole, c'est extraordinaire. On est passé des gars qui primaient dans les champs à... Comment on dit? Mais c'est un sacrilège, quelque chose comme ça. On n'en voit plus. Ah, moi je l'ai gardé, on l'a à la maison. Le gars qui bottait son foin maintenant, qui fait ses mains, le doublier chargé, quelqu'un qui faisait le charle-foin, derrière 3, 4 qui ne fallait pas perdre du foin, qui faisait suivre avec le râteau. Bon, ben oui, maintenant c'est. Il faut des prés ronds. Oui, les prés carrés, ça non. Ah non. Et les vaches attelées aux joues, par un système que j'ai pas toujours bien compris, moi, que j'essayais de regarder, de refaire, il fallait qu'elles aient des cornes. Hein. Oui. Mais maintenant, il y en a qui n'en ont plus. Alors, c'est pas de... Alors vous regarderez les chaussures des gamins, 3 paires de chaussures, on dit maintenant chaussures de marche, moi je dis brodequin, une paire de souliers, en général à bourron rouge pour le dimanche, pour le dimanche, et l'été, les sandales, les fameuses sandales. Oh oui, les sandales. Eh ben les sandales, oui. C'était bien pratique les sandales, tu pouvais y aller sans chaussettes, tu pouvais courir dans l'anse avec les sandales et les mouillés. C'est-à-dire que quand on a été poursuivi par les gendarmes, on était content de les avoir. On les se met. Voilà, c'était ce qu'on avait, 3 paires de chaussures. Alors il y avait un spécialiste du ressemblage des chaussures usées, c'était Johannes Gaillard au Creux. On lui portait les chaussures et il ressemblait les godasses. Oui. Elle durait, hein. Ah oui, mais c'était un bon cordonnier. C'était un bon cordonnier, voilà. C'était une figure aussi, mais c'est bien mon père, c'est des figures. Mon père, il descendait à Saillant avec son vélo, sans frein, un vélo fixe, un moyeu fixe.
il fait d'aller en arrière pour faner. Ah bon? Ah oui, oui. Il n'y a pas de frein. C'est un vélo comme ça. Tu appuyais sur l'arrière. Il fait d'aller en arrière et ça freinait. Ah oui, tu as freinait. J'ai roulé avec un vélo. Une mon père. Ah oui? Je ne sais pas si on est sur les routes. Il avait les deux côtés. Moi j'ai mis côté fixe. Je roulais dans les voies avec. Tout à l'heure, tu disais qu'il n'y avait pas la télé pour les veiller. Ben, moi, j'ai entendu ton père devait y aller aussi. Hein. Quand mon père était gamin, à la veillée, ils allaient écouter la radio chez le coq à Ratier. Parce qu'il n'y avait pas l'électricité encore. Mais le coq, il avait monté une dynamo sur la route du moulin. Donc, il avait un poste à galène. Et les gens d'Espinasse allaient écouter les nouvelles à Ratier le soir. Et après, chez les aveugles, ils en avaient un à Espinasse. Hein. Et moi, je veux te dire, la première fois que j'ai vu la télé, c'était chez Montel, pour le couronnement de la reine Elisabeth. Alors, le soir, moi, j'étais chez ma tante à Espinasse, et on allait tout soir, j'étais gamin, moi, je sais pas quelle année c'était, je ne m'en rappelle plus, mais on allait tout soir la télé chez Montel. Il y en avait des brouillards sur la télé, Bah, c'est simple, c'est peut-être 52, à peu près, c'est ça. J'avais 10 ans, oui, c'est ça. Comme 50. À voir, 52, oui. Les gosses, ils avaient quand même, on avait quand même des drôles de dégâts. Hein. Est-ce qu'au couvent, il y avait des religieuses qui restaient tout le temps? Alors moi, j'ai pas connu l'époque où il y a eu des religieuses. Moi, j'ai connu l'époque de l'école, avec les demoiselles Domps de l'Issona, Alice et Jeanne Domps. Mais j'ai pas connu l'époque où il y avait des religieuses. Il y a eu une époque où il y avait oui, des religieuses. Il y a eu des... ça a duré jusque... Ah, mais ça avait été à l'internat, oui. Ça avait été à l'internat. Oui. Ma mère était à l'école, je suis religieuse. Et c'était quoi les religieuses? Oui, mais tu sais ce que c'était? À la guerre de 14, il y avait encore des religieux. Oui, même après. Il y avait des colonies. Oui. Il y avait des colonies. Les colonies sont venues après les religieuses aussi. C'était quoi comme religieuse? Les Ursulines? Non. Attends, non. Elles étaient, après, elles avaient leur siège à Chamaillère, moi j'y suis allé d'ailleurs, pour une réunion quelconque, je sais pas. Ah oui, je fais partie de la jeunesse agricole catholique. Et donc, elles étaient les sœurs de... Ah, j'ai le bout de la langue. Mais ça ne me revient pas là. Saint-Joseph, non? Peut-être bien, oui. Mais je l'aime, mais je ne l'ai pas en tête, mais j'ai un document. Oui, mais je crois que c'est des sœurs Saint-Joseph. On leur renouvelle son droit d'enseigner. Parce que à l'époque, vers la guerre de 14, elles étaient quand même exactement comme les instituts, elles avaient le brevet élémentaire. La religieuse qui dirigeait l'enseignait devait avoir le brevet élémentaire. À ce moment-là, l'inspecteur d'académie lui redonnait l'autorisation d'enseigner. Et quand tu parlais des garçons, tout à l'heure, il y a peut-être qui parlaient, mais elle faisait maternelle, si tu veux. Ah, peut-être, oui. Oui, à partir de l'âge légal, 6 ans, tu ne peux plus aller là-haut, les garçons. Parce que moi, j'aurais eu droit, c'est ça. Moi, j'aurais eu droit, bien sûr. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'école. J'ai entendu dire, alors, je ne sais pas si c'est vrai, que les repas, les gamins amenaient une partie du repas, comme des pommes de terre, des choses comme ça. Ils amenaient leur gamelle. Ils amenaient leur gamelle. Ils amenaient la gamelle, ou c'était fait dans les années 50? Comment ça se passait? Par contre, les gens, quand on a eu le boulanger ici, les paysans qui venaient faire leur pain, ils amenaient la farine, ils amenaient la farine. Ils faisaient moudre la farine d'abord chez le meunier et ils amenaient tant de kilos de farine pour qu'on leur fasse du pain. Voilà, on payait de la façon. D'accord. Ouais. Alors le pain, vous trouviez la fameuse tourte de pain de seigle, de pain de bie, vous trouviez la couronne et la fée.
Il n'y avait pas le pain fantaisie. Mais il y avait la flûte quand même. Ah oui, oui, tu sens bien. Je pensais qu'il y avait Il y avait la flûte, et il n'y avait pas de baguette, il n'y avait pas de pain fantaisie. Il y avait un pain, un deuxième pain. Et la couronne. La couronne. Puisqu'on parle de chemin, moi j'ai une question aussi qui. Je me pose toujours la question sur le fonctionnement des fours. Alors, on remonte à 1850, hein, puisque les fermes avaient tout un four. Mais ces fours, ils sont gros et ils sont longs à chauffer. Donc la question que je me suis toujours posée, c'est savoir si dans les hameaux ou dans le village, les gens faisaient une pétrissée pour plusieurs familles, parce que c'était quand même long d'allumer son four, de le chauffer. Donc est-ce que lorsqu'on allumait un four, on le faisait pour plusieurs personnes? Est-ce qu'il y a des écrits là-dessus? Oui. Moi j'ai vu ça au Maroc. J'ai vu ça au Maroc dans proche du désert, où les gens du village amenaient chez l'un d'entre eux leur pain avec des marques spécifiques. Alors, pas quelque chose qui brûle, je ne sais pas ce qu'ils mettaient, pour pouvoir récupérer son pain. Alors moi j'ai eu à Calmar, dans la maison que j'avais à Calmar, j'ai un immense four à pain. Il est certain qu'on n'allume pas un four pour faire une piste. Donc, c'est vrai que les gens des environs venaient s'organiser. Je crois même qu'ils amenaient, alors à tour de rôle, c'était très organisé, un fagot de bois pour chauffer. C'était pas le propriétaire du four qui chauffait tout seul le four. Les gens, alors il y avait, je sais pas combien il fallait de fagots, en fait, je parle de fagots. Même chez le boulanger, il fallait des fagots. Oui, peut-être même. Donc ils amenaient du pain avec des signes distinctifs, de manière à ce que chacun mange ce qu'il avait pétri. C'était pas quelqu'un qui pétrissait pour tout le monde. Chacun pétrissait. Chacun mettait dans sa pâte ce qu'il voulait. Donc finalement, et puis, alors une cuisson toutes les... Le pain, manger du pain rassis à l'époque, c'était pas... je sais pas si tu faisais une fois tous les 15 jours, une fois par semaine. Tous les 15 jours, oui. Hein? Mais ce que je veux dire, c'est qu'en France, il y avait un four dans chaque village. C'est le four banal, il servait à tout le monde. Et chez nous, il y avait quand même beaucoup de maisons qui avaient leur four à pain personnel et qui travaillaient que pour eux. Ouais. On est beaucoup comme ça. C'est à se poser la question quand même, Paul. Parce que c'est vrai que logiquement, tu te dis chacun avec son. Parce qu'on voit que toutes les maisons ont un four. Là, par exemple. Mais ça paraît assez étonnant parce que pour le chauffer, le four, il fallait énormément de bois, les fagots et tout. Quand on regarde, en plus, quand on regarde les photos de l'époque, et là, donc on remonte. À Calmar, il y avait un four, de bois, chez Bonnet, ou chez la maison dont ma mère a hérité, il y avait un four dans cette maison. À ma connaissance, il n'y en avait pas dans les autres. Ah oui, d'accord. Donc là, c'était un système de four banal, enfin, chez l'un d'entre eux. Et assez souvent, après le pain, on mettait la pomplette. Ah oui. Ouais, on faisait chaud, on profitait du four chaud. Voilà, parce qu'on utilisait la chaleur du four rémanente pour le cuire, puisqu'il fallait que ça cuise longtemps. Ou un plat de pommes de terre. Ou un plat de pommes de terre et la pomplette. Mais les boulangers, là, que ce soit Antonin Danse ou Jean Beauvironois, acceptaient que les gens, alors c'est pas ceux des villages parce que ça posait des problèmes, mais nous on amenait un plat de tomates farcies chez Antonin, ou un plat de pommes de terre au four, et en fin de cuisson, pour utiliser la chaleur, ben, il permettait qu'on vienne faire cuire. Il permettait qu'on fasse ça. C'était une autre époque. Et après, vous alliez à l'école où? Après je ne sais pas si on disait pas le CM2, c'était le 7e, là, je sais pas. Alors, à l'époque, si tu veux, dans les années 50, il existait un concours d'entrée en 6e. Quels que soient tes résultats, tu passais. Et rentrer en 6e, moi je suis rentré sur concours. Mon père, au lieu de prendre le collège d'Ambert, a pris le cours complémentaire de Saint-Bonnet-le-Château. On ne parlait même pas de collège. C'est ce qu'on appelait un cours complémentaire. Et les autres, ils allaient au certif, comme on disait. Mais et puis ici après, à Saillant. Oui, il y a des photos là, on les voit, ceux qui sont restés pour le certif, et puis après, ils partaient en apprentissage, ou ils partaient travailler.
Ah, moi, je suis même pas parti, je suis resté avec vous. Toi, tu es photographié, tu es avec nous, puis après, nous, on a disparu du circuit. Oui, moi, je suis resté là jusqu'à 14 ans. Donc, voilà, à 14 ans. Oui. À 14 ans, j'ai bossé à la ferme. Mais je bossais déjà avant, d'ailleurs. On n'attendait pas 14 ans. À l'époque. Mais les enfants sont gentils, ils sont merveilleux, les enfants. Ils ne feraient pas de mal à une mouche. Mais les enfants, ils sont comme nous, on était. Sales gosses. Ah ben nous, chez les grands-parents de Mireille, hein, quand ils avaient des poules qui étaient en liberté, et derrière la maison, il y avait un grand frêne, où il y a le garage de Gérard, il y avait un grand frêne. Nous on attrapait les poules, on leur mettait la tête sous l'aile, on les endormait, et on les montait dans le frêne. Et puis je me dire, quand elles se réveillaient, elles descendaient du frêne, elles écartaient les ailes. J'étais grands-parents, ils regardaient descendre les poules. Vous savez bien qu'elles n'étaient pas montées toutes seules. Et quand on leur saoulait les chèvres, ah oui, les chèvres, c'est facile à saouler les chèvres. Tu prends du pain dur, tu fais tremper dans du vin. Elles adorent ça, hein. On leur donne quelques coups de couteau, et puis 10 minutes après, les chèvres, elles marchent. Voilà un autre sale gosse. Là, oui, il est policier, il était polisson. Eh ben, avec Alphonse, on en a fait. Avec Alphonse, les chèvres, quand elles partaient comme ça, il y avait aussi ses grands-parents, ils regardaient les chèvres. Ils disaient, qu'est-ce qui se passe? mais mon oncle en avait fait des pas mal non plus avant, je pense. Oui, oui. Non mais il y avait une bande de les Mireille, là, toute la bande l'été, là. Oui, c'est ça. Là il y avait quand même, il y avait de l'animation là. C'était un duguay, je crois que c'est Nos gosses, ils auraient fait ça, les gens, ils auraient appelé les gens. Tapage nocturne dans Saillant, les mois d'août. Il y avait tapage nocturne. Parce qu'il y avait combien de gosses dans le bourg, là, à peu près? L'été, une trentaine de gamins. Alors ça faisait plusieurs bandes, des clans, pas des clans, des bandes. Il y avait l'âge qui séparait, il y avait la bande de Marcel avec les Mireille, les Beauvert qui étaient là. Et puis il y avait notre groupe à nous, Garnier, les Beauvironois, Chaumette, Michel Rigaud, toute la bande là. On était un peu plus jeunes nous. Parce que là il y avait des vieux briscards chez les Mireille, mes oncles. Tes oncles, oui. Et il y avait plein de gamins là. Réunion au monument aux morts. Mais cette bonne entente de l'été, ça a perduré après avec notre génération, quand nous on venait en vacances dans les années 70. Ben voilà. Ben voilà. C'est vrai que ça a perduré après, hein, parce qu'on était une sacrée bande. Mais les filles, elles étaient avec nous, hein. Il ne faut pas croire, hein. Bien sûr. Sauf certaines, comme ma cousine, qui cafetait tout. Alors on l'aimait pas bien, on lui disait, toi tu viens pas. Eh bien, ton petit mon Michel, qui est mon frère, qui avait son âge à elle, pourquoi vous le prenez? Mais lui, il est... Parce qu'on lui avait dit, si tu dis quelque chose, hein, tu vas en ramasser une, tu vas voir ce qui va t'arriver. Donc, il disait rien. La mère, on ne voulait pas trop chaud. À tel point que, par exemple, il y avait plein de gens de Saint-Chamond à cette époque qui venaient. Ça montait de Saint-Chamond. Mon cousin Robert Mounier, son père avait un vieux vélo. Et Robert dit avant la messe, eh ben, les cousins, on va descendre au pont du Clos avec le vieux vélo. Et on monte à 4 sur la bécane. Il met sur le siège, sur le guidon, il met Michel le plus léger. Lui, il se met sur le cadre. Moi, je me mets sur la selle. Et mon frère André se met sur Pont-de-Gare. Et direction les Clos. Et on a pris de la vitesse, hein, je te dis pas. Les 4 gamins là-dessus, ça descendait. Arrivé vers le tournant, il fallait prendre le tournant. Robert, il prend le frein arrière. Et on entend clac, le câble a dégagé. Il prend le frein à main, le câble a dégagé. Qu'est-ce qu'on fait? Alors lui, il ne se démonte pas,
Il n'y avait pas de garde-boue dans la boîte. Il met son pied entre la fourche sur le pneu. Il a eu de la peine. La godasse y est restée. Le vélo s'est arrêté net. Suite devant, enfin, Val d'Am, tout le monde est tombé, on s'est ramassé. Il ramasse sa chaussure, les fameuses chaussures rouges du dimanche, prêt pour aller à la messe. Il ramasse sa chaussure, on l'a déchiré à couper, tu sais. Oh, et les orteils sortaient, il dit, comment je vais faire pour aller à la messe? Puis il faut se dépêcher parce que ça avait sonné. Hein. Alors ils étaient chez Roberton, les deux, dans la petite maison chez Roberton. Alors il dit, les cousins, vous me faites la côte, je vais aller chercher mes godasses de la semaine. Et alors j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait des autres? Il dit, vous les foutez à la poubelle, c'est pas la peine. Hein. Bon. Alors la tante Jeanne, elle appelle son mari, elle lui dit, Gad, on n'avait pas monté les chaussures du dimanche de Robert. Alors l'autre il dit, moi j'en sais rien, ils sont peut-être à Saint-Chamond. Robert dit, oh non, moi, j'ai jamais eu mes bonnes chaussures, moi ici, j'ai toujours eu que celles-ci. Et l'oncle est redescendu, 8 jours après, il n'avait pas trouvé les chaussures. Hein. Elle l'a su, bon, une vingtaine d'années après. Il y avait prescription. On aurait pu se faire mal. Lui, tu aurais pu se faire, surtout lui. Parce que mettre le pied entre la roue et puis la fourche, ah, ça a arrêté le vélo. Hein. Là, oui, ça a arrêté. Alors, ça... On n'a jamais eu dans des... On a eu de la chance, finalement. Ouais, t'as jamais été en prison, finalement. On n'a jamais été en prison. On n'a jamais eu des accidents graves. Des chutes, tomber dans l'anse par exemple, tomber d'un arbre, d'un merisier, sur un acacia, enfin sur un qui pique dessous. C'est pas mal. Mais jamais on a eu des... Si, quelques fractures quand même. Bras cassés. Plus de garçons, plus de filles, pareil. Oui. Ah ben le ski c'était quelque chose d'extraordinaire. Allez voir lui parler des siens. Moi on avait trouvé dans le grenier chez la grand-mère une paire de skis en frêne, rouge, long, avec des boudins là. Comment ça s'appelle? Des ressorts. Et alors on voulait en faire tous les trois. Et alors avec mon cadet, avec Dédé, on avait à peu près la même pointure. Donc comme faisait Jean, il y avait une paire brodequin qui était attitrée. Voilà. Et le plus jeune, Michel, il aurait bien aimé en faire. Alors il dit, toi, tu ne peux pas nous faire enlever les godasses, hein. Tu montes derrière et tu nous tiens. Et on descendait par les prés devant la Quitte-Arlanche. Et au premier tertre qui arrivait, lui, il était derrière, sans rien qu'il le tenait, il se tenait après nous. On faisait un voyage, alors il rouspétait. Et avec des manches à balai, parce qu'on n'avait pas trouvé les bâtons. C'est vrai que vous avez... Ah ben, oh là là, avec des manches à balai, on n'avait pas trouvé les bâtons. On a trouvé les skis, pas les bâtons. J'allais derrière chez vous, avant que... tu sais, le pré qui descend, ça descendait bien. Avec mon frère, on allait en faire derrière. Ouais. Eh oui. C'était les parents qui... Alors les photos, là il y a donc des photos du village, peut-être même avant les années 50, il y en a qui sont vieilles. Et puis il y a les fameuses photos de classe, là. Il est bon jeune, hein. On peut en reconnaître un certain nombre. Oui, il avait 40 ans maintenant. Dudu, c'est pas Dudu. Il avait que 45 ans. 42 ans, il est mort en 70. Il est mort. Ah, des photos.